Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres que nous allons développer dans ce journal. Le lancement de l'A3XX qui pourra transporter plus d'un demi-millier de passagers. Ce géant de l'aéronautique qui créera près de 10 000 emplois en France sera partiellement fabriqué à Toulouse. À l'avenir, une sérieuse concurrence pour la société Boeing. Un garçon de 13 ans avoue le meurtre d'un de ses camarades, un jeune adolescent tué à coups de couteau à Lille il y a une semaine. Le meurtrier présumé a été placé sous mandat de dépôt en fin d'après-midi. La fusion annoncée de Vivendi et du groupe Sigram, orchestrée par Jean-Marie Messier. Cette fusion qui crée le numéro 2 mondial de la communication suscite diverses réactions sur les marchés boursiers, parfois encore sceptiques. Jean-Marie Messier est l'invité de ce journal. À la veille de la traditionnelle Gay Pride à Paris, avec pour mot d'ordre la lutte contre l'homophobie, l'exemple des grandes écoles, avec le travail de différentes associations. Ainsi donc, une belle journée pour l'Europe, pour l'emploi et pour l'aérospatiale avec le lancement de l'A3XX, une journée historique à plus d'un titre. Au-delà des performances techniques, il y a également l'alliance de grands partenaires européens, puisqu'Airbus quittera la tutelle de l'État pour se transformer en une société privée. Cette entente met fin à des semaines d'incertitude entre Français et Allemands qui finalement se sont mis d'accord. La répartition du travail se fera entre Toulouse et Hambourg et à la clé la création de milliers d'emplois. Autant de raisons pour que le gouvernement français salue cet avion géant qui pourrait sérieusement faire trembler la société Boeing. David Boéry, Patrick Voix et Isabelle Delian. Une poignée de main à trois, entre le français, l'allemand et le britannique. La famille Airbus est heureuse de vous présenter le petit dernier, l'A3XX. Petit, pas vraiment, c'est le plus gros avion civil jamais construit. Pour lancer ce super jumbo, les Européens devaient d'abord se mettre d'accord et faire d'Airbus une société de droit privé. C'est la fin du groupement d'intérêt économique, sorte d'association des constructeurs européens. Il fallait également négocier la répartition des tâches. La chaîne de montage de l'A3XX sera finalement installée à Toulouse. Les avions iront ensuite à Hambourg pour l'aménagement des cabines aux couleurs des compagnies avant d'être livrés en Europe et au Moyen-Orient. Puis retour à Toulouse pour les appareils destinés au marché américain et asiatique. Dans le camp français, on se félicite de cette annonce. Airbus sera une société de droit français, une société dont le siège sera en France, une société dont le président est français et une société dans lequel Toulouse jouera dans des matières nobles, notamment de l'assemblage, un rôle absolument essentiel et digne de sa force de plateforme industrielle aéronautique. Soulagement à Toulouse, tous les avions gros porteurs seront assemblés dans la ville rose, qui reste du coup le grand pôle européen de l'aéronautique. L'A3XX va donner du travail à 160 000 personnes en Europe et devrait créer 10 000 emplois en France. Ici, chez la TECOR, on a déjà prévu une augmentation de l'activité. Le lancement de ce programme va conforter nos plans de charge. Il va continuer à permettre un développement de la société qui est déjà annoncé, puisque nous avons prévu de faire 2 milliards de chiffre d'affaires en 2004. Soit 2 fois son chiffre d'affaires actuel. L'A3XX est un projet pharaonique de plus de 80 milliards de francs. Il fait un pari audacieux, celui des avions très gros porteurs, et le lancement semble déjà réussi. 8 des plus grandes compagnies aériennes du monde se disent intéressées par cet avion géant. Voyons à présent comment fonctionnera le plus gros porteur de l'aviation civile, l'A3XX contenant dans ses flancs 550 places dans un premier temps et pouvant amener à destination d'un seul trait jusqu'à 700 passagers. Ce géant d'Airbus sera opérationnel en 2005, c'est-à-dire demain matin. Pour l'accueillir, il faudra évidemment que les aéroports procèdent aux aménagements nécessaires. Florent Muller, Laetitia Fouque. Un monstre de 80 mètres de long sur 21 mètres de haut avec près de 700 passagers dans le ventre. L'A3XX, un avion paquebot capable de parcourir plus de 16 000 km sans escale. Sa force, il offre un coût d'exploitation de 15% inférieur à celui de ses concurrents. Une créature faite de matériaux jusqu'alors inconnus alliant le verre et l'aluminium. Les tarmacs ne peuvent résister à ces 550 tonnes, aussi est-il doté d'amortisseurs qui répartissent son poids. Inutile de rallonger la piste car l'A3XX, ici en bleu, décolle sur une plus petite distance que d'autres appareils. Oui, mais voilà, certains aéroports comme Orly ne peuvent l'accueillir car ils nécessitent des pistes plus larges. L'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, lui, est presque prêt à recevoir l'A3XX. Les nouvelles pistes ont été construites avec 60 mètres de large et toutes les caractéristiques nécessaires pour cet avion. Et il reste simplement à aménager certains itinéraires entre les pistes et les aérogares qu'ils recevront. Ces travaux seront réalisés pour la commercialisation de l'avion et coûteront près de 80 millions de francs à l'aéroport Charles de Gaulle.
Autre souci, le nouveau bébé d'Airbus va perturber le trafic aérien. Au décollage, il provoque de telles turbulences qu'aucun appareil ne peut s'envoler durant 5 minutes. Enfin, 700 passagers, c'est autant de bagages à traiter pour un vol. Il faudra donc agrandir les salles et les tapis roulants. La 3XX devrait sortir en 2005, une grosse production, bientôt sur les écrans de contrôle. Concernant le trafic aérien, la grève des aiguilleurs du ciel prévue lundi prochain, qui devrait perturber largement les vols. 80% d'entre eux à destination ou au départ de la France devraient être annulés. Mais Air France envisage d'assurer 60% des vols long courriers. Il a en tout cas conseillé à tous les passagers d'éviter de prendre l'avion lundi prochain. Venons-en maintenant au meurtre de ce jeune adolescent dans la banlieue de Lille, mortellement blessé par de nombreux coups de couteau il y a une semaine. C'est un de ses camarades qui a avoué. Le meurtrier présumé âgé de 13 ans a été placé sous mandat de dépôt en fin d'après-midi. Reportage Loïc de la Mornay, Dominique Mas. Ils habitaient le même immeuble, jouaient ensemble, étaient dans la même classe de 6e, n'avaient jamais connu de problème de discipline. Pourtant, l'un des deux a assassiné son copain de classe un jeudi après-midi. Il s'est même acharné, 35 coups de couteau. Après le meurtre, le jeune assassin présumé s'est montré aussi doux et imperturbable que d'habitude, au point que les enseignants, les policiers, les psychiatres venus encadrer une classe sous le choc n'ont pas décelé une seconde que le meurtrier présumé était sous leurs yeux. Absolument personne, que ce soit parmi l'équipe des enseignants ou parmi la cellule mise en place d'observation, aussi bien à titre collectif qu'à titre individuel, personne n'a pu s'apercevoir que un enfant de la classe était concerné. Il aura fallu une semaine d'enquête et plus de 300 perquisitions dans le voisinage pour que les policiers identifient le meurtrier présumé. Dans la chambre de cet adolescent, quelques films, des jeux vidéo, mais aucun signe d'une attirance particulière pour la violence. Là aussi, les policiers sont abasourdis devant ce qui ressemble à une simple chamaillerie qui aurait dégénéré. Ce qui est certain, c'est que les deux jeunes se connaissaient et que vraisemblablement une dispute les a opposés pour un motif futile. Je pense qu'à cet âge-là, de toute façon, ça ne peut être qu'un motif futile, vu la gravité des faits. Durant sa garde à vue, le jeune garçon n'a pas semblé réaliser la portée de ses actes. Mais âgé de 13 ans et 3 mois, il est pénalement responsable et a été mis en examen pour homicide volontaire. Dès ce soir, cet adolescent dormira en prison. Demain, Christopher, 12 ans et demi, sera enterré à Ronchin. 3 mois après l'interpellation musclée d'une jeune femme enceinte à Rissorangis par un policier, la scène avait été, vous vous en souvenez, filmée par un vidéoamateur dont les images ont été mises en cause. Le procès qui devait démarrer pour permettre la confrontation des deux thèses a été aussitôt renvoyé à la demande des deux parties, permettant à la jeune femme d'accoucher avant d'assister fin septembre prochain à une nouvelle audience. La secte du Mandarom devra, c'est décidé une fois pour toutes, détruire la fameuse statue géante représentant son gourou. Ainsi en a statué la Cour de cassation qui, au terme d'un feuilleton judiciaire, ordonne avant août 2000 que disparaisse du paysage ce symbole gigantesque qui se dressait à flanc de montagne. Olivier Théron, Frédéric Cerulli. C'est la fin de l'homisme? Oh, pas du tout. Vous êtes fini là, c'est non? Le commencement. Pourquoi? Oh, vous croyez, nous, on n'est pas du tout pessimiste. Hein. Et pourtant, depuis la mort de Gilbert Bourdin, le messie cosmoplanétaire, gourou des homistes, la secte de Castellane vacille. Redressement fiscal, affaire de mœurs, c'est maintenant la statue du messie lui-même qui est condamnée. Elle devra être détruite dans les 2 mois. Pour le maire de Castellane, c'est enfin le coup de grâce judiciaire. On l'attendait impatiemment en fait parce qu'on pense que la destruction de cette statue qui maintenant nous paraît complètement inéluctable va certainement entraîner un affaiblissement encore plus important de la secte et on a bon espoir un jour ou l'autre de la voir disparaître de Castellane. C'est aussi le soulagement pour l'association qui a combattu la secte, qui a entamé les actions en justice pour arriver, après 6 ans de procédure, à la destruction prochaine de l'effigie géante de Gilbert Bourdin dans un parc naturel. Mais il faut maintenant aller plus loin. Pour quelle raison aujourd'hui on laisse encore le Mandarom ouvrir la porte à des touristes, être sur le web, sur Internet, et bien évidemment recruter, ceux qui peuvent encore recruter comme personne. Vous savez, il suffit de 1000 personnes qui rentrent au Mandarom pour qu'il y en ait une dizaine qui soient attirées et rentrées dans le cercle infernal de ces mouvements sectaires qui, je le rappelle, sont plus que dangereux. L'association du Vajra triomphant est prête à se battre pour ce qui reste de l'homisme. Elle veut encore soulever des points de procédure et saisir la justice européenne. Pour le moment, l'association du Vajra triomphant n'est pas concernée par cette procédure puisqu'elle n'a pas été assignée et que simplement il faut dire que la procédure concerne une association dissoute depuis 5 ans.
Donc c'est très difficile et voire inapplicable. Les homistes ont 2 mois pour détruire leur statut de 33 mètres. S'ils ne le font pas, le préfet des Alpes de Haute-Provence a déjà annoncé qu'il ferait appliquer coûte que coûte la décision de justice. Dans l'affaire Godard, quelques jours à peine après les résultats d'ADN indiquant que le crâne retrouvé dans la baie de Saint-Brieuc était vraisemblablement celui de Camille Godard, les opérations à la recherche de l'épave vont commencer dans les heures qui viennent. Valérie Hermite. Sa mission habituelle, la destruction des mines pour protéger les sous-marins nucléaires. L'Éridan, l'un des chasseurs de mines de la Marine nationale, est cette fois réquisitionné par la justice sur les traces du docteur Godard à la recherche de son voilier. Parti à 18 h de Brest, le bâtiment ne sera sur zone qu'à 6 h du matin. Son inspection des fonds ne devrait durer qu'une vingtaine d'heures. Une épave se voit très bien au sonar, donc si l'épave se trouve dans la zone qui nous a été définie par le juge d'instruction, on la trouvera. Les fonds de la zone de recherche, sablonneux et peu profonds, devraient faciliter ce travail. Dans la nuit du 5 juin dernier, un chalutier du port de Daouette avait remonté un morceau de crâne dans ses filets. Mais les pêcheurs l'avaient aussitôt rejeté dans la baie de Saint-Brieuc. La découverte d'un autre crâne, plus petit celui-ci, les avait convaincus d'aller voir les gendarmes. Au vu des premières analyses ADN, ce morceau de squelette serait celui de la petite Camille Godard, disparue comme le reste de sa famille depuis septembre dernier. Une découverte qui relance à nouveau la piste du naufrage ou du sabordage. En janvier dernier, suite à la découverte d'un sac appartenant au Godard, le chasseur de mines Le Sagittaire avait déjà inspecté une partie de la baie de Saint-Brieuc, mais sans résultat. La nouvelle tragique de la mort de ces 58 Chinois clandestins pris au piège est arrivée dans leur province natale de Futian, à leur Cadouvre. Les premiers résultats de l'enquête permettent d'en savoir davantage sur la façon dont ils ont péri. Le point avec Agnès Varamian. La justice britannique a cet après-midi confirmé la détention du chauffeur du poids lourd de 58 clandestins. Arrivé dans ce fourgon, le conducteur néerlandais n'a rien voulu dire. Il a tout juste décliné son identité. Les 58 passagers sont morts dans sa remorque car la grille d'aération avait été fermée. Les clandestins ont donc suffoqué entre 1h30 et 5h avant de succomber par asphyxie. Qui a fermé la grille et pourquoi? C'est ce à quoi devra répondre l'enquête. Ce soir, une seule certitude. Ceux qui ont péri n'ont rien à voir avec ce groupe de clandestins chinois arrêtés, filmés puis relâchés par la douane belge au mois d'avril. Les enquêteurs avaient conservé leurs empreintes digitales qu'ils ont pu comparer avec celles des victimes de Douvres. Pendant ce temps, en Chine, à Fuqing, dans la province du Fujian, ces familles, sans nouvelles de leurs proches partis vers l'Occident, sont persuadées que leurs frères, leurs pères sont morts à Douvres. Elles n'ont aucune confirmation des autorités chinoises, mais se retournent vers la mafia locale qui a organisé le voyage. Elles se rassemblent au pied de cet immeuble où est censé se trouver le chef du trafic. Cet homme explique que le voyage se payait localement en Chine en 2 fois, à l'arrivée du clandestin aux Pays-Bas pour la moitié de la somme, le reste étant réglé une fois la personne parvenue à destination. Mais tous, disent cet homme, connaissaient parfaitement les risques de ce voyage clandestin. Aux États-Unis, réaction de consternation après l'exécution de Gary Graham la nuit dernière au Texas. Jusqu'au bout, il aura clamé son innocence et ni ses comités de soutien ni la mobilisation d'une partie de l'opinion n'auront pu le sauver. Correspondance Étienne Lénart. Lorsqu'ils sont sortis de la salle d'exécution tard dans la nuit à la lumière des hélicoptères de la police, les témoins de la mort de Gary Graham sont venus raconter ces derniers instants. Le révérend noir américain Jesse Jackson se disait persuadé qu'on venait d'exécuter un innocent. Après cette exécution, le Texas n'est pas un État plus sûr. Les États-Unis ne sont pas un pays plus sûr. Nous devons cesser ces pratiques barbares. Jusqu'au bout, les avocats de cet homme de 38 ans condamné à mort pour meurtre sur la foi d'un seul témoignage visuel auront tout tenté. Le casier judiciaire très lourd de Gary Graham, son manque de moyens financiers, la couleur de sa peau, voilà pour ces avocats les raisons de sa condamnation. 2 fois hier soir, l'exécution sera retardée. Mais après que la Cour suprême à une courte majorité ait confirmé la sentence, le gouverneur de l'État du Texas, George Bush Jr., donnera son feu vert. M. Graham a eu accès de façon équitable et totale à la justice de ce pays, y compris à la Cour suprême des États-Unis. J'ai la conviction que justice doit être rendue. George Bush a beau marteler que les 134 prisonniers exécutés au Texas depuis qu'il en est le gouverneur étaient forcément coupables.
L'émotion, le débat surtout suscité par le cas de Gary Graham et la couverture que les médias américains lui ont accordée sont tout à fait inhabituels. C'est sans doute une victoire posthume, aussi maigre soit-elle, pour Gary Graham et pour les opposants à la peine de mort aux États-Unis. Il y a 2 mois, jour pour jour, commençait la détention de ces touristes retenus en otage sur l'île de Jolo aux Philippines. L'espoir d'une proche libération est bien mince. Actuellement, les otages ont été regroupés. Politique française, la rupture est annoncée entre Charles Pasqua et Philippe de Villiers, devenus les frères ennemis du Rassemblement pour la France. Échange d'amabilité, nouvelles tensions, puis menaces, la fin d'un mariage de raison qui aura duré près d'1 an depuis les 13% réalisés lors des élections européennes. Reportage Arnaud Boutet, Christian Autain. Hier soir, Charles Pasqua a décidé d'annuler le premier conseil national du RPF prévu samedi. Aujourd'hui, il considère que son mouvement ne pourra survivre que s'il se réforme. Si certains s'y opposent, eh bien dans ce cas, le RPF aura vécu. En tous les cas, je n'y resterai pas. Et ceux qui partagent de l'action politique la même philosophie que moi n'y resteront pas non plus. Pour Charles Pasqua, le responsable de cette crise interne n'est autre que son vice-président. Je ne regrette pas d'avoir créé un parti politique, je regrette de l'avoir créé avec De Villiers. Je crois qu'en réalité, c'est un garçon difficile à vivre et son attitude est caractérisée par une certaine instabilité. Pour Philippe de Villiers, si Charles Pasqua a annulé le Conseil national, c'est par crainte d'être mis en minorité. Ce matin, il contre-attaque. Pour lui, pas question de saborder le RPF. Notre démarche, elle est utile, notre message, il est irremplaçable. Donc, que personne ne compte sur moi pour provoquer la rupture. Je n'accepte pas la rupture du RPF, je n'accepte pas la mise à mort du RPF. Le RPF continuera. Il y a moins d'1 an, le RPF promettait un raz-de-marée à droite. Ces 2 dirigeants se montraient confiants. J'ai le regret de vous le dire, mesdames et messieurs, cette union ne se dissoudra pas. Au mois de novembre, le congrès fondateur marquait un net clivage entre 2 lignes politiques. Les villiéristes majoritaires lors des élections départementales voulaient un ancrage à droite. Les proches de Charles Pasqua, eux, tentaient d'attirer au RPF des souverainistes de gauche comme de droite. Depuis, d'autres rivalités internes ont déchiré le RPF. Alors, Charles Pasqua préfère arrêter les frais. Il reprend aujourd'hui sa liberté. Catherine Trottmann, l'ancien ministre de la Culture, récupère après des semaines de bataille son siège de maire de Strasbourg. Elle a été réélue aujourd'hui par un conseil municipal extraordinaire. Roland Ries ayant finalement accepté de démissionner pour restituer à Mme Trottmann la fonction qu'elle lui avait confiée au moment où elle entrait dans le gouvernement Jospin. Aujourd'hui, 3 élus socialistes municipaux ont fait sécession, formant un nouveau groupe dissident. Et puis ce sondage concernant la bataille pour la mairie de Paris, selon la Sofres Figaro Magazine, la gauche l'emporterait dans 5 arrondissements clés de la capitale. Si les élections avaient lieu maintenant, ces arrondissements très peuplés, qui représentent près d'1 tiers des sièges, passeraient à gauche au second tour. Depuis plusieurs mois, l'une des personnalités majeures du premier gouvernement Jospin, Dominique Strauss-Kahn, a choisi l'extrême discrétion après sa mise en examen, notamment dans l'affaire de la MNEF. Reste que l'ancien ministre de l'économie continue d'exercer des fonctions locales. Il était aujourd'hui au conseil régional, dont il est l'élu, et qui organisait un colloque sur la mondialisation, l'occasion d'écouter DSK sur un thème qui lui est cher. Jay Wittenberg et Eric Delagneau. Ceux qui le connaissent bien savent que c'est l'une de ses marottes, l'agenda électronique et donc les échanges de données entre spécialistes. Sur ce point donc, il n'a pas changé. Depuis 7 mois, il a simplement plus de temps, pour le reste aussi d'ailleurs. Je travaille sur d'assez nombreux sujets, le fonctionnement de l'Union européenne, la nouvelle économie, bref, le statut nouveau d'universitaire me donne du temps pour réfléchir. Pour DSK, donc, pas de question pour le moment de refaire de la politique à part entière. En revanche, l'expert, le grand témoin, comme le présentait le colloque organisé aujourd'hui, est à nouveau prêt à s'exprimer. L'ancien ministre reparle d'économie, et pas forcément là où on l'attend. Lui, souvent présenté comme un libéral, donne un coup de barre à gauche lorsqu'il évoque la mondialisation. Si nous laissons faire sans organiser des règles de comportement, sans parfois faire évoluer dans le sens qui ne serait pas le sens naturel des marchés, alors le risque existe en effet que beaucoup de gens restent sur le bord de la route. Aujourd'hui, l'opposition RPR-UDF avait refusé de participer à ce colloque, y voyant rien moins qu'une opération politique. Est-ce que M. Strauss-Kahn est en train d'essayer de faire un comeback? Voilà. Donc, si c'est ça, nous ne sommes pas là pour l'aider.
Un retour en politique, pourquoi pas, disent justement les amis de DSK. Ce qu'ils souhaitent, c'est même qu'ils reviennent au tout premier plan. Moi, je pense que j'aimerais qu'il revienne au gouvernement de la France. Ouais, je pense que sa vraie place est là. Nous comptons sur lui pour affronter les législatives, la présidentielle, et je crois que autour de Lionel Jospin et autour de la gauche plurielle, c'est un élément indispensable. Dominique Strauss-Kahn, lui, sait que son vrai retour ne peut passer que par sa mise hors de cause de l'affaire de l'Amnef. Certains parlent de non-lieu. Lui préfère attendre que la justice se prononce. L'actualité économique de ces derniers jours a été totalement dominée par une opération des plus audacieuses, la fusion annoncée de Vivendi et du groupe Seagram, propriétaire des studios Universal, pour créer le numéro 2 mondial de la communication sous l'impulsion de Jean-Marie Messier, qui est notre invité. Au terme de cette semaine boursière, voyons comment les places financières ont réagi. À l'enthousiasme de son PDG, les marchés français et américains ont répondu avec, semble-t-il, plus de réserve ou de scepticisme. Reportage Jean-Paul Chapelle, Bruno Livertou. Jean-Marie Messier pilote désormais le numéro 2 mondial de la communication, mais il n'a pas changé de voiture. Pardon, madame. Un véhicule assez spacieux pour emmener son nouvel allié, le Canadien Edgar Bronfman. C'est lui qui apporte les clés du groupe Seagram pour 34 milliards de dollars, plus de 200 milliards de francs. Vivendi Universal, c'est plus grand que Disney. Mais le plus dur reste à faire, convaincre les investisseurs que cette stratégie est la bonne, et même à Paris, il faut leur parler en anglais. La bourse a accueilli fraîchement cette méga fusion. Après avoir perdu près du quart de sa valeur, l'action Vivendi remonte doucement la pente. Les analystes financiers restent prudents. C'est très frappant de voir qu'une acquisition de 34 milliards entraîne une baisse de valeur de 25 milliards en bourse. Et donc ça veut dire qu'on ne donne pas crédit ni aux synergies, ni à la valeur des actifs achetés. Ça nous paraît très excessif. Dans ces métiers-là, ceux qui font la police dans le monde, dans les médias, c'est les Américains. Les Européens n'ont jamais rien fait. On est aujourd'hui dans un concept d'émergence. Ce qui veut dire que le Français doit faire ses preuves, pas seulement répéter son credo. C'est cette vision d'un groupe multi-contenu capable d'apporter ses services partout à n'importe quel moment. On a longuement évoqué avec Edgar Bronfman, avec les investisseurs présents. Donc vous faites plaisir. Alors on est parti pour 20 ans de plaisir. En 4 ans, Jean-Marie Messier a chamboulé de fond en comble une société centenaire. Cinéma, musique, télévision et Internet, la nouvelle entreprise n'a plus rien à voir avec la vénérable Générale des Eaux. L'immobilier et le bâtiment sont vendus, l'énergie mise en commun avec EDF, l'eau et la propreté seront introduits en bourse la semaine prochaine. Du coup, les salariés de ces métiers traditionnels s'inquiètent. Aujourd'hui, les salariés ont le blues. Ils se disent, mais en fait, certains y ont cru, certains y croient encore, mais de plus en plus de salariés se rendent compte qu'en fait, on est utilisé. Les salariés, les Américains, les actionnaires, Jean-Marie Messier va s'efforcer maintenant de rassurer tout le monde. Après l'euphorie de l'annonce, le nouveau géant de la communication doit surtout soigner sa propre communication. Jean-Marie Messier, bonsoir. On va venir à ce que vous qualifiez de 20 ans de plaisir. On verra, ce sont 20 ans de plaisir. Mais d'abord, une fois n'est pas coutume, je voudrais vous faire commenter l'événement du jour, qualifié d'historique par Jean-Luc Lagardère lui-même, le lancement de l'A3XX. Un mot de réaction? Moi, je trouve que c'est un succès européen fabuleux. On sera tous des utilisateurs de l'A3XX et ça prouve le chemin fait par Airbus. Airbus va devenir la première société d'avions du monde, j'en suis convaincu. Alors justement, à l'exemple de l'aéronautique, est-ce que vous n'auriez pas pu choisir la même stratégie, c'est-à-dire les partenaires européens? Alors je crois que dans ce métier de la communication, il faut aller vers des sociétés globales. Et notre alliance avec Seagram et Canal+ va vraiment nous donner cette possibilité. Alors venons-en au premier bilan, je dirais au terme de cette semaine boursière. Vous dressez forcément les premiers bilans. Il y avait un slogan que j'ai noté sur votre portail vis-à-vis, c'était « La vie est fluide ». Elle semble un peu moins fluide pour les boursiers qui restent sceptiques. Elle est un petit peu agitée cette vie depuis quelques jours. Ceci dit, il faut relativiser. Le cours de Vivendi est au-dessus de ses niveaux de début d'année. Quand on se lance dans une opération de cette taille, on sait qu'il y aura quelques turbulences. Elles sont grosses, les turbulences ? Écoutez, c'est normal et le marché se calme déjà. Depuis 3 jours, il progresse. L'important, c'est que la valeur de Vivendi est très largement supérieure au niveau du cours à l'heure actuelle. Donc, le marché y reviendra forcément. Il faut acheter maintenant, quoi, en gros.
C'est un excellent moment, oui, pour acheter. Dites-moi, est-ce qu'au fond, c'est pas plus difficile de communiquer quand on est précisément dans ces grands métiers de la communication? Est-ce que vous êtes sûr que votre communication est passée? Et est-ce que votre tâche aujourd'hui, c'est pas d'aller expliquer aux investisseurs, convaincre, expliquer, convaincre, expliquer? Si, bien sûr. Et il faut y passer, j'allais dire, des jours, des semaines et des mois en se baladant, en faisant le tour du monde pour expliquer ce très grand projet qui repose sur une idée un tout petit peu audacieuse. Oui. C'est dire que les petits Français, on est capable de faire un groupe de communication qui soit le deuxième au monde. C'est vrai que c'est un pari. Au fond, j'ai l'impression que vous contribuez à une sorte de fierté nationale, un peu la conquête de la France. Écoutez, on a l'habitude que les Américains raflent la mise en Europe. Pour une fois, c'est les Français qui achètent les Américains et qui ramènent un vrai patrimoine. D'une certaine manière, Johnny Hallyday, Mylène Farmer, Faudel, Barbara, Léo Ferré et bien d'autres, Florent Pagny, étaient devenus américains. Eh bien, ils redeviennent français grâce à Vivendi et demain à Vivendi Universal. Moi, ça me fait plaisir. Alors, j'ai plein de questions à vous poser parce que justement, sur le marché hollywoodien et le marché du cinéma, bien d'autres groupes étrangers s'y sont cassés les dents. Ils y sont allés avant vous. Ça, c'était un risque nécessaire? C'est un risque calculé ou finalement, il faut se jeter à l'eau? Oui, je crois qu'il faut faire confiance d'abord aux professionnels américains pour gérer les studios américains. Et en même temps, ce qu'il faut bien dire, c'est que c'est une chance pour le cinéma français. Que ce soit au niveau des coproductions, que ce soit au niveau de l'exportation, pouvoir s'appuyer sur un groupe et un réseau de distribution comme Universal va aussi aider le cinéma français. Moi, je vous écoute. Évidemment, tout le monde a parlé d'audace ces derniers jours, et c'est vrai qu'il fallait être audacieux et que vous l'êtes. Est-ce qu'il faut être aussi aventurier? Est-ce qu'il faut avoir peut-être une dose d'insouciance, d'inconscience, de fantaisie pour se lancer dans un pari comme celui-là? D'inconscience, pas tout à fait, parce qu'on se donne les moyens de la contrôler. Mais c'est vrai que dans une opération comme celle-là, oui, il y a des risques. D'un autre côté, si on réussit, Vivendi, ce sera le numéro 1 mondial de l'environnement et le numéro 2 ou 3 mondial de la communication. Je trouve que ce sera pas mal. Ce sera pas mal, on verra. On vous souhaite évidemment de réussir et on souhaite aussi aux salariés qui travaillent dans votre entreprise. J'ai envie de rappeler que vous êtes le premier groupe privé de plus de 250 000 employés. On est le premier employeur français et depuis 2 ans, on a recruté 10 000 jeunes chez Vivendi. Et vous avez été un de ceux qui est rentré dans les 35 heures rapidement, tête baissée. Vous vous souciez de vos employés, mais vous avez noté, comme dans le reportage que nous montrions, qu'il y avait un certain scepticisme, une inquiétude, une préoccupation des salariés qui ont l'impression que vous les mettez un peu de côté, que les métiers traditionnels de Vivendi, finalement, c'est pas ce qui vous intéresse, c'est que votre dada, c'est Internet, quoi. Vous savez, ça, je l'ai déjà entendu 10 fois ou 20 fois. Et vous leur répondez quoi ce soir? Que c'est un slogan de mauvaise foi. L'environnement finance l'environnement, la communication finance la communication. Vous n'allez pas céder une partie de l'environnement, justement, que vous avez mis en bourse, et que c'est pas une façon de mieux, pour mieux s'en débarrasser? Non, pour lui donner plus de moyens. Vous savez, regardez nos enfants. Qu'est-ce qui les passionne? Ce qui les passionne, c'est le sport, la musique, le ciné, l'Internet, d'un côté, mais d'un autre côté, ils ont envie de vivre dans un monde avec le moins de pollution possible. Et bien, ça tombe bien, c'est les 2 métiers de Vivendi, et c'est les 2 métiers avec lesquels Vivendi restera. Puisque vous parlez des enfants et des adolescents, une toute dernière question, je crois que vous avez de l'humour parce que vous êtes au Guignol, dans un sketch, que vous montrez vous-même dans les conventions américaines? Oui, parce que je trouve que c'est la meilleure manière de montrer qu'on ne se prend pas au sérieux, de passer à ses salariés la marionnette des Guignols. Quels sont les surnoms qu'on vous donne? Oh, c'était J2M, J4M, J6M. Ça veut dire? Ça veut dire Jean-Marie Messier, moi-même, maître du monde. Ça vous correspond? J'aime bien J2M tout court. Bon, merci en tout cas d'avoir été notre invité, d'avoir répondu à nos questions. On voudrait tellement y croire et les photos de la planète Mars explorées par l'une des sondes mises en orbite nous y encouragent. Il y aurait peut-être eu de l'eau et pourquoi pas une forme de vie sur la planète rouge. Les explications avec Françoise Vallée. Sur les photos prises par la sonde Mars Global Surveyor, les chercheurs ont découvert des lits de rivières creusés dans la roche, des ravins et des rigoles sur les flancs de cratères de la planète rouge. Pour les scientifiques de la NASA, ces vallées asséchées, ces traces géologiques, ne peuvent avoir été causées que par de l'eau liquide. Les chercheurs eux-mêmes sont étonnés de leur découverte. On a déjà trouvé une quarantaine de planètes. Des planètes peut-être pas comme notre Terre, mais des planètes qui tournent autour des étoiles. Si sur le premier endroit de l'univers où l'on fait des recherches approfondies, on trouve des signes de vie, passé ou présent, cela pose la question fondamentale. Sommes-nous seuls dans l'univers ? Si leur hypothèse se confirme, elle représente une révolution pour les scientifiques.
Il pensait qu'avec l'atmosphère très froide de Mars, moins 50 degrés en moyenne, l'eau ne pouvait exister que sous forme de glace. Les traces d'écoulement viennent donc tout bouleverser. De l'eau sous forme liquide, cela signifierait qu'il y a eu et qu'il y a peut-être encore de la vie sur Mars. Si on trouve des formes fossilisées et si en même temps on trouve qu'il y a de l'eau encore liquide dans le sous-sol martien, alors rien n'empêche, c'est beaucoup plus spéculatif, de penser que ces poches d'eau soient des niches où cette matière vivante fabriquée il y a très longtemps se développe encore aujourd'hui après une hibernation très longue. Y a-t-il de la vie sur Mars? Pour répondre à cette question, les chercheurs attendent avec impatience le retour d'une prochaine mission chargée cette fois de rapporter des échantillons. Certains scientifiques rêvent déjà d'aller les chercher eux-mêmes sur la planète rouge. Les chantiers de l'Atlantique ont livré hier soir leur plus gros paquebot, le Millennium, de près de 300 mètres de long, qui devra rejoindre Southampton, où il sera baptisé lundi. À son bord, quelques 2450 passagers, 1 millier d'hommes d'équipage, avec restaurant, piscine tropicale, salle de spectacle et casino. Demain, comme chaque année, se déroulera à Paris la Gay Pride, l'occasion de dénoncer l'homophobie, qui est le mot d'ordre de ce cortège annuel qui déambulera dans la capitale. Avant cette journée de démonstration, voyons comment, dans les grandes écoles, par exemple, différentes associations ont permis, avec plus ou moins de difficultés, de faire accepter l'homosexualité. Pour sa part, Martine Aubry a indiqué qu'elle souhaitait que la notion de discrimination fondée sur l'orientation sexuelle soit inscrite dans le Code du travail. Sébastien Héroux, Nathalie Gallet. Des conversations sur la Gay Pride, des affiches sur la grande parade, c'est une nouveauté à Sciences Po. Mieux encore, depuis cette année, les étudiants homosexuels et hétérosexuels se regroupent et s'organisent. Une association est née, elle a pour but d'aider les élèves à assumer leur homosexualité. Outre le rôle politique, une association a toujours un rôle beaucoup plus large, un petit peu fraternel et de socialisation des gens, pour des étudiants qui se sentaient mal à l'aise, qui se sentaient mal dans leur peau, qui viennent ici et qui rencontrent des gens qui sont passés par les mêmes expériences, les mêmes difficultés, c'est-à-dire affronter la famille, affronter les amis à un certain moment, notamment au moment du coming out. Au-delà des associations, depuis 2 ans, les étudiants ont créé leur propre site, un lieu de débat et de rencontre. Des adresses officielles existent, comme celle d'HEC ou de Sciences Po. En revanche, certaines associations non désirées, comme à Polytechnique ou à Centrale, n'ont que le web pour exister. Durant sa scolarité, Marc a quelquefois été chahuté. Être homosexuel dans certains établissements relève du défi. Il y a des gens qui considèrent encore que l'homosexualité est quelque chose d'antinaturel, quelque chose qui n'est pas normal, quoi. Puis concrètement, c'est toujours pour cette histoire de Lesbian and Gay Pride, j'avais affiché les affiches et elles ont été retirées, elles ont tenu à peu près 12 heures sur les panneaux d'affichage, quoi. Retirées par des étudiants ou... Ah non, retirées par la direction. Demain, pour la première fois, les étudiants homosexuels des grandes écoles seront au milieu de la grande parade. Une première pour tous ces élèves qui désormais n'ont plus peur de s'afficher. Petit coup de théâtre dans le monde du cyclisme, cette fameuse méthode de détection de l'EPO dont on parlait tant ces dernières semaines n'a pas été validée, donc ne devrait sans doute pas être utilisée lors du Tour de France. Réaction et protestation, reportage Nathanaël de Ringsin. Comme un fantôme dont on a du mal à se débarrasser, l'EPO hante encore les esprits des chercheurs de Châtenay-Malabry. Le fameux test de dépistage, susceptible de détecter l'érythropoïétine exogène, n'a pas été validé par les 2 experts indépendants mandatés par l'UCI. Dans sa lutte contre le dopage, l'Union cycliste internationale avance avec prudence. La valeur du test n'a jamais été contestée par les experts scientifiques hier. Ils demandent simplement des compléments d'investigation pour se garantir d'un point de vue légal. Des garanties scientifiques, des garanties juridiques, l'UCI prend son temps. Le Tour de France, lui, risque fort de partir sans le fameux test annoncé. Chaque coureur rêve d'aller au Tour, de participer à un Tour en toute équité. Et bon, je crois que le grand public aussi attend ça. Je veux dire, pour le Tour, pour sa crédibilité, pour son engouement, il faut que ce test soit mis en place. À 10 jours du départ, les coureurs français sont inquiets. Hein Verbruggen, le président de l'UCI, peut à tout moment valider le test. La crédibilité du prochain Tour de France est en jeu.
Alors évidemment, derrière tout ça, c'est le climat de suspicion qui risque d'être fort, et le climat de suspicion empoisonne le sport cycliste depuis plusieurs années maintenant. Et le fait de retrouver le PO était effectivement un élément qui permettait de battre en brèche ce genre de problème. À moins d'un nouveau rebondissement, le PO ne sera pas détecté sur les routes de France au mois de juillet. À moins de valider le test, le peloton du Tour risque fort d'avoir la même allure que l'an passé. On a appris le décès de Philippe Chatrier à l'âge de 72 ans à l'hôpital de Dinard en Ille-et-Vilaine. La mémoire de l'ancien président de la Fédération française et internationale de tennis sera honorée dans l'enceinte du stade même de Roland-Garros à Paris. Et puis les obsèques de Philippe Chatrier, dont le nom restera lié au prodigieux essor du tennis à la fin du XXe siècle, seront célébrées mercredi prochain dans l'église de Boulogne-Billancourt. C'est la fin de ce journal. Je vous rappelle les deux principaux titres. Le lancement de l'A3XX qui pourra transporter plus d'un demi-millier de passagers. Ce géant de l'aéronautique qui créera plus de 10 000 emplois en France sera partiellement fabriqué à Toulouse. À l'avenir, une bien sérieuse concurrence pour la société Boeing. Un garçon de 13 ans avoue le meurtre d'un de ses camarades, un jeune adolescent tué à coups de couteau à Lille il y a une semaine. Le meurtrier présumé a été placé sous mandat de dépôt en fin d'après-midi. Tout de suite, la météo Nathalie Riouet, suivie du point route Valérie Maurice, 0h15 journal de la nuit avec Florence Duprat. Demain, Catherine Sellac reçoit dans Théo Café Claudie André Déhay. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 13h. Excellente fin de soirée sur France 2.